Bonjour et bienvenue dans la première saison des Lois naturelles, le podcast de la naturopathie holistique. Je suis Camille Langlais, étudiante en dernière année de naturopathie au Sénato et fondatrice de ce podcast. Chaque jeudi, je vous invite en solo ou au travers de témoignages inspirants à découvrir les trésors que recèle la naturopathie et comment, grâce à des techniques simples et pleines de bon sens, vous pouvez prendre soin de votre santé et de tout votre être chaque jour un peu plus. La santé sur tous les plans de l'être est à notre portée. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Lois naturelles. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Denis. Denis est un beau monsieur au sourire sage et au regard bleu lumineux. Derrière ce regard lumineux se cache une maladie, la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson s'est déclarée alors que Denis avait 55 ans. À un âge encore plein de vitalité, l'annonce de la maladie est synonyme de perspectives sombres. Douleurs et tremblements, paralysie, traitement à vie, espérance de vie avec la maladie estimée à une dizaine d'années. Denis, ce n'est pas n'importe qui. Pour moi, c'est sûr, nous avons une relation particulière. Mais je ne vous en dis pas plus à ce stade pour ne pas biaiser votre écoute. Je vous le révélerai en fin d'épisode. Denis est un homme de principe. Il est de ces êtres qui marquent les esprits et les vies des personnes qu'il croise sur son chemin. Engagé contre l'injustice du plus profond de son cœur et depuis toujours, il a dédié une partie de sa vie à défendre les droits des travailleurs de tout horizon. Physicien de métier, syndicaliste aguerri et reconnu, militant politique, il a un parcours de vie hors norme. Et c'est avec le même engagement qu'il a affronté sa maladie, celle qui l'accompagne aujourd'hui depuis près de 17 ans. Ces années sont loin d'être un long fleuve tranquille. S'il a connu la lune de miel, vous savez, cette période de début de traitement où les symptômes sont maîtrisés grâce au traitement et où la maladie se fait oublier, il a aussi connu des déboires dans lesquels la mort était proche. Cette maladie, comme beaucoup, impacte aussi les proches. Mais comment fait-on face à l'annonce du diagnostic ? Denis a témoigné récemment dans un ouvrage intitulé « Vue de ma fenêtre » de sa vie avec la maladie. Bonjour Denis, merci d'avoir accepté mon invitation. Je sais que tu n'es pas avare de partage d'expérience et ton énergie est précieuse et pour cela je t'en remercie. Bonjour Camille. Avant même l'annonce de la maladie, quels ont été les premiers symptômes qui t'ont mis la puce à l'oreille et qui t'ont amené à consulter et lesquels t'ont fait sentir qu'il y avait un problème, une difficulté ? Très précisément, j'étais sujet depuis de longues années aux crises sciatiques. Et lors de l'été précédent, mon rendez-vous avec le médecin, comme je pratiquais beaucoup le vélo, j'ai eu une tendinite à l'épaule gauche que personne n'est arrivé à atténuer ni à soigner. Donc là, je me suis dit, faut prendre le taureau par les cornes. Donc je suis allé voir un médecin, un rhumatologue, qui ne m'a pas parlé de la maladie de Parkinson, mais qui a confirmé qu'il y avait un problème neurologique. La tendinite, c'est quelque chose de douloureux et d'handicapant. Et un de mes collègues m'a dit, tes crises sciatiques, il y a trop de signaux neurologiques. Je ne sais pas pourquoi il s'y connaissait. Il ne parlait pas de Parkinson à l'époque. Et j'ai accompagné à la direction, j'étais au travail, un collègue qui était un ami aussi, qui avait la maladie de Parkinson. Et quand on est allé au rendez-vous pour qu'il ait un aménagement d'horaire, de ses horaires de travail, je me suis aperçu que je mettais ma main gauche de la même manière que lui. Là, ça m'a fait tilt. J'ai téléphoné, j'ai pris rendez-vous, j'ai eu rendez-vous très vite au neurologue de Palaiseau, qui m'a annoncé que c'était le symptôme de la maladie de Parkinson. Le choc a été terrible parce que lui, il m'a annoncé ça comme si c'était une grippe. Alors que moi, j'ai tout de suite compris que ma vie était en jeu, mais plus que ça. C'était pour moi un effondrement. Je lui ai dit hier à la fin, parce que la consultation était très rapide.
n'a pas dit grand-chose. Il m'a dit juste ça, il m'a dit c'est incurable. Donc, là, t'es bordé, là, pour la journée. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre de témoignages. Parce qu'il ne faudrait pas beaucoup de choses pour qu'on améliore la relation entre le malade et la maladie. Améliorer la relation entre malade et maladie, ça veut dire qu'il y a une relation particulière entre le médecin et le malade. Une relation de confiance. Mais pas en mesurant, quand on est médecin, qu'on a des connaissances que le patient n'a pas, le malade n'a pas, qu'on a une place très importante et que ça sert à rien de dire la maladie est incurable. C'est pas ça qu'il faut. Parce que ça, c'est une manière de se débarrasser du problème. Et donc, ça m'est apparu comme une forme de... On légitime le fait qu'on ne puisse pas te guérir. On te prévient tout de suite, vous allez venir, c'est une maladie grave, très lourde, avec un traitement très lourd. Les médicaments, c'est des médicaments pour le cerveau. Donc c'est très lourd. La dopamine, qui est le médicament unique, rien que celui-là qu'on a pour l'instant, ne guérit pas. Elle cherche à lutter contre les conséquences de la maladie. Cette annonce, elle a été très brutale. Est-ce qu'il y a eu un parcours d'errance médicale ? Non, c'est intervenu quand même assez rapidement après les premiers symptômes que tu décrivais. Oui, et puis j'arrivais pas à me remettre de cette crise sciatique. Ouais. Tendinite sciatique. Tu sentais quand même qu'il y avait quelque chose qui clochait. Qui clochait puisque je n'avais plus la maîtrise de ma jambe gauche. Parce que la maladie de Parkinson est une maladie, quand tu es droitier, c'est la partie gauche de ton corps qui est touchée. Si tu es gaucher, c'est la partie droite. Donc la partie gauche, je commençais à avoir de plus en plus de mal. Des douleurs et du mal à piloter. Tu évoques dans ton dernier livre l'annonce de la maladie et comment elle t'a tétanisé un jour pluvieux du mois de novembre. Mais à ce moment-là, on ne peut pas dire que tu étais vraiment en contact de la médecine naturelle. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller voir autre chose, en plus du traitement fait par la médecine conventionnelle ? J'ai fait plusieurs médecins. Plusieurs neurologues ? Un neurologue, on appelle ça du nomadisme. Un des médecins me l'a reproché d'ailleurs. Je lui ai dit, je suis nomade parce que je n'ai pas trouvé de toit. Je n'ai pas trouvé d'auberge qui m'a accueilli parce que il faudrait pas croire que les neurologues sont des ignorants. J'étais en opposition avec eux parce qu'ils répondaient pas à mes questions. Un de ceux que j'ai rencontrés m'avait même dit, Monsieur Langlais, chaque fois que je vous vois, vous me dites pourquoi. Et moi, ça m'a choqué parce que je considère que si on ne cherche pas le pourquoi, même si on ne le trouve pas, on ne peut pas améliorer, même le quotidien. Pour moi, incurable, ça ne veut pas dire on ne peut pas améliorer. Il n'y a jamais eu de discussion là-dessus. Par exemple, j'étais très étonné, on ne m'a jamais posé de questions sur ma vie. Alors que la maladie, elle est personnelle. C'est la maladie de Parkinson. Tout le monde. Mais chacun a une forme qui est le résultat de sa propre existence, de son propre expérience, de sa vie. Des chocs qu'il a reçus, psychologiques et physiques. C'était une frustration énorme, parce que, bon, quand on est gravement malade comme ça, on a envie de parler à quelqu'un qui s'y connaît un peu, ça soulage. C'est comme quand tu portes une valise, et que si tu as 2 valises à porter, et que tu arrives à placer une valise à un copain qui la porte, ça fait moins lourd. Au début, je me suis dit, il devrait y comprendre. Il devrait y comprendre, donc c'est pour ça qu'ils ne répondent pas. Et c'est pas ça. Et c'est pour ça que j'ai jamais renoncé. J'ai jamais renoncé à un objectif, qui est toujours le mien. Ne pas être assujetti à cette maladie.
ne pas être soumis à cette maladie. Avoir toujours l'espoir de m'en débarrasser. Donc, de tout faire pour. Et en même temps, d'être aux aguets, parce que je savais, très rapidement, je me suis aperçu qu'il y avait un gap énorme entre certaines lectures de scientifiques, biologistes, médecins d'université, médecins des hôpitaux, et la manière dont ils tiennent leur consultation. Ce sont des gens instruits, en fait. Ils ne sont pas du tout ignorants. Mais j'estime que j'avais un désaccord théorique avec le niveau atteint par la médecine dans la recherche sur Parkinson. Eux, ils prennent la maladie, quel que soit le malade. Moi, je considère que ça permet pas de faire le mieux possible. Parce qu'il faut d'abord savoir, c'est une maladie personnelle, intime. L'exemple que je donnais souvent, c'est celui de champion de boxe, Mohamed Ali. Cet homme a reçu des coups, et ce n'est pas les coups qu'il a reçus sur la tête. Pourtant, on peut croire qu'il est à l'origine de la maladie de Parkinson. Et comme moi je m'intéressais à cet homme qui était Voortray, c'était quelqu'un de très intelligent, très insolent, il avait une formule. Je suis comme une guêpe, je pique, et on ne peut pas m'attraper. Après beaucoup de péripéties, il a eu une vie très dure. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, puisqu'il était quand même champion du monde. Donc normalement, il gagnait beaucoup d'argent. Il a une vie très dure, d'abord parce que c'était une grande famille et il fallait faire suffisamment de combats pour que tout le monde puisse vivre correctement. C'est quand même un noir américain. Hein. Et lors de son combat, que le dernier d'ailleurs, contre Joe Frazier, qui était une montagne de muscles, il a pris un direct dans la mâchoire, une triple fracture de la mâchoire. Et on dit toujours que Parkinson a pour origine un choc. Mais un journaliste, il a repassé lentement le film. Parce que ce journaliste estimait que le regard qu'avait Mohamed Ali, juste avant que le point arrive, le point était déjà parti, c'était la peur. Et Mohamed Ali il a répondu, non, j'ai pas eu peur de Frazier. Par contre, j'ai eu peur de perdre ma couronne. Et ça m'a mis sur la piste du fait que l'émotion pouvait être supérieure à un choc physique. Pour moi, la question théorique est que l'émotion peut représenter une puissance destructrice colossale. Et donc, comme on ne peut pas avoir, personne n'a les mêmes émotions. Normalement, il faut me demander. Parce que moi, je ne peux pas savoir quelle est l'émotion qui a été fatale. Mais, force est de constater que dans ma vie, j'ai eu un certain nombre d'émotions importantes. Et puis ce que tu veux dire aussi par là, c'est que on décrit aujourd'hui cette maladie comme une maladie physique liée au manque de sécrétion de dopamine dans le cerveau, qui a des symptômes physiques, mais on ne parle pas du tout de l'aspect émotionnel, parce que la maladie, c'est aussi un problème au niveau des émotions, un problème de gestion des émotions. Voilà, c'est la gestion des mouvements et la gestion des émotions. Mais me concernant, c'est la gestion des émotions auquel je me heurte maintenant. Qui est le facteur dominant. Je ne suis pas naïf. Je sais qu'une maladie aussi grave, puisqu'il y a, comme tu le viens de le rappeler, insuffisance de sécrétion de dopamine, il y a beaucoup de facteurs qui ont contribué à l'apparition de la maladie. Même pour Cassius. Quand on prend du recul et qu'on regarde par ces lectures de chercheurs ou de services de pointe, on s'aperçoit que le cerveau est un organe. Tous les autres, comme l'estomac, mais il a une place particulière puisqu'il gère, c'est lui qui gère la baraque.
il collecte toutes les informations. Par exemple, quand tu es debout, il émet 80 signaux par seconde pour que tu restes debout. 80 signaux par seconde, il faut les traiter. En plus, il peut faire autre chose, s'occuper d'autre chose, stocker des informations. Donc tout ça, c'est passionnant. Et ça ouvre un champ passionnant sur les capacités de l'être humain. Le cerveau est quelque chose qu'il faut protéger. Et ça n'existe pas pour l'instant. Quand tu es enfant et quand on t'apprend à faire du vélo, on te dit oh, mets-toi sur la selle, appuie sur les pédales, je te tiens derrière. Tu apprends à l'enfant à faire du vélo. Tu apprends à pas tomber. Pour un parent, par exemple, la première chose qu'il vérifie quand il y a des enfants, c'est quand il rentre de l'école, si c'est pas fait mal quelque part. Et si l'enfant lui dit, moi j'ai eu un accident dans la cour de l'école, tout de suite tu te renseignes sur où c'est que tu t'es cogné, où as-tu mal. Jamais on demande à un enfant, ou jamais on explique, immédiatement ou plus tard en vieillissant, que le cerveau est un organe particulier qui nécessite des soins particuliers. Et là, il y a une piste importante, parce que c'est par la réponse à cette question qu'on pourra diminuer le nombre de malades. Parce que le nombre de malades Parkinson augmente considérablement. Et je dis, c'est une maladie de notre époque. Et dans les médias, on parle souvent de burn-out. C'est une forme de burn-out. Parce que l'endroit physique dans le cerveau, qui est la partie noire, qui est endommagée, qui donne la maladie de Parkinson, a une double fonction. Gérer les émotions et gérer le mouvement. Le locus niger. Ouais, le locus niger. Et là, ça, c'est très intéressant. Ça fait 1 à 2 cm3 de matière. Et ça a un rôle considérable, puisque c'est lui qui te permet de marcher, et c'est lui qui te permet de gérer ta vie. Lors d'une consultation, on m'a proposé un certain type de soins, en plus des cachets de dopamine, qui consistait à chercher à éviter les effets secondaires négatifs de la dopamine. Une intervention dont les médecins français étaient les pionniers, et qui consiste à stimuler cette zone, locus niger, par des impulsions électriques, de manière à produire plus de dopamine, parce que c'est de ça dont on manque de dopamine. Mais cette opération donc d'implantation d'électrodes dans le cerveau, elle t'a été proposée après combien de temps de maladie ? Très vite, parce qu'ils pensaient, ces médecins pensent que plus tôt tu interviens, mieux c'est. Et est-ce que c'est la proposition de cette intervention qui t'a fait en quelque sorte comme un électrochoc et qui t'a poussé à aller chercher une complémentarité dans d'autres pratiques ? Pas tout de suite. C'est venu après, plus tard ? Oui, parce que d'abord, je me suis mis en opposition. J'ai perdu 2-3 ans. J'étais en opposition avec ce que disaient les médecins. Mais j'étais obligé de prendre des cachets de dopamine. Bien sûr, pour vivre au quotidien. Et ces cachets de dopamine m'ont vite mis dans un état pas fameux. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Parce qu'ils compensaient le manque de sécrétion de dopamine, mais tu sentais des effets secondaires déjà ? Il y avait déjà des effets secondaires, et puis il y a le fait que comment tu peux gérer la dopamine dont tu as besoin. Oui, la fluctuation du dosage. Ouais. Tu parles de ça. Et au début, tu tâtonnes. Le surdosage se traduit par des douleurs terribles. Alors on n'a pas tous la même variété de Parkinson. Moi par exemple, je n'ai jamais tremblé. Alors que le tremblement c'est une des caractéristiques de cette maladie, mais pas
de ce que j'appelle la maladie de nouvelle génération. Chez les personnes âgées de plus de 70 ans, Parkinson, c'est le vieillissement. Maintenant, les plus jeunes, ils peuvent avoir 30 ans. Puis c'est aussi, depuis quelques années, une maladie qui a été reconnue comme maladie professionnelle pour les agriculteurs, liée à l'utilisation des pesticides. Dans la littérature médicale, il était signalé le fait que les agriculteurs qui, dans les coopératives, étaient chargés de gérer le stock de pesticides et d'engrais, tous, pas 1%, pas 2%, comme dans chaque coopérative c'était un agriculteur, tous, nationalement, avaient la maladie de Parkinson. Au bout d'un moment. Dont je connaissais d'ailleurs des gens, dont le père était malade de Parkinson. Et chaque fois qu'on demandait la profession, ses copains me disaient, mon père, il est agriculteur. Tu lui demanderas s'il n'était pas responsable du stock de pesticides. Et chaque fois, c'était oui. Et ils ont obtenu que ça passe en maladie professionnelle. Ce qui était fondamental pour eux, parce que ça te permet de garder un revenu. Et surtout, le point sur lequel je veux insister, le cerveau est fragile. D'ailleurs, la boîte crânienne d'un os qui a une certaine épaisseur, c'est très solide. Il a une forme et une composition qui fait que tu peux subir un choc, et puis il est quand même très protégé. Donc, le cerveau ne peut pas tout subir. Par exemple, ce qu'on appelle les pivers. C'est un oiseau. Quand le pivert fait un trou dans le tronc de l'arbre, c'est pour faire un nid pour lui et sa famille. Ce qui est impressionnant, c'est le nombre de coups qu'il donne avec son bec dans l'écorce. Il arrive à faire 10 chocs par seconde. Ahurissant. Mais c'est un choc terrible. Et quand les chercheurs se sont penchés sur la capacité de cet oiseau à faire un trou dans le bois, il tombe pas malade après. Il est normal. C'est un choc très violent. Et 10 par seconde. Eh bien, le pivert a une boîte crânienne dont l'épaisseur beaucoup plus grande que les autres. Et deuxièmement, il a entre l'arrière de la boîte crânienne et le bec, dans la partie arrière, il a une espèce de gélatine qui fait que le cerveau ne tape pas contre la boîte crânienne. Et il amortit à chaque fois. Donc, c'est bien la preuve. Le cerveau est un organe exceptionnel, mais il a des limites. Si tu dépasses ses limites, tu l'abîmes. Mais nulle part, je n'ai vu de préconisations, de conseils donnés. Il faudrait les donner à la jeune génération, aux jeunes. Parce que, par exemple, si tu achètes un appareil électronique qui marche sur pile de 9 volts, tu mets du 18 volts, le double, le circuit électronique, il crame. Tu détruis. Le cerveau, c'est pareil. Le burn-out, c'est un exemple. Si tu soumets le cerveau à un stress permanent, c'est là où je pense que la véritable modification dans les soins, la maladie de Parkinson, c'est la prise en compte de la vie du patient. Parce que le patient te dira sa vie, et donc c'est à toi, médecin. Le médecin peut décrypter avec ses connaissances. Sauf qu'en particulier, on n'est pas capable, même avec des souvenirs exacts, de dire tel jour j'ai eu un choc psychologique. Tu veux dire de procéder à une analyse de soi-même des chocs qu'on aurait pu recevoir au cours de sa vie? C'est très difficile. Et donc dans ton parcours, c'est cette non prise en compte de ton parcours de vie, de tes chocs, de ta psyché quelque part, de tes émotions, qui t'ont amené à te poser des questions et à te dire qu'il faudrait aller sur d'autres pratiques peut-être? Surtout, je me suis dit, ils vont pas me tirer l'affaire. Tu t'es pas senti pris en charge
Moi, je me suis dit, intégralement. ils vont pas, ils peuvent pas. J'ai même dit, j'aurais dit d'ailleurs, au centre européen, j'aurais dit. Je me suis dit, ils peuvent pas me tirer la fête. Ils ne peuvent pas. Parce que structurellement, ils se heurtent à un mur. Tu sentais que la prise en charge était incomplète. Et qui la feront pas. Parce que moi, j'en ai discuté, mais quand j'ai refusé d'avoir une implantation, parce qu'il faut le faire avant 70 ans, il faut certaines caractéristiques, et j'étais un des médecins dit, j'étais un patient exemplaire pour ce type d'opération. Tu avais quel âge? C'était au bout de 3 ans, j'avais 58 ans. Donc très jeune. Pour confirmer mon appréhension, je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me donner, docteur, le bilan de cette opération, parce que c'est une opération qui avait déjà 10 ans d'ancienneté. Mais il n'a jamais voulu me donner le bilan. Et nationalement, on n'avait pas les chiffres. On commence à peine à en avoir. Le chiffre de nombre de malades. Et le chiffre de nombre de malades opérés. Et le résultat. Donc ça m'a refroidi. Oui, tu n'avais pas pleinement confiance dans cette opération, qui par ailleurs est quand même une opération dans laquelle il me semble assez légitime d'avoir beaucoup d'appréhension, puisqu'elle touche directement le cerveau. Tu fais quand même des traverses partie du cerveau. Et moi j'ai dit, parce que là j'étais convaincu à ce moment-là que je ne pourrais pas compter sur eux. Je ne pouvais plus compter sur eux, sur la médecine officielle. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu veux dire ne plus compter sur eux? C'est-à-dire qu'on s'en limitait à ton traitement. On se limitait à ton traitement. À ajuster la dose. Voilà. Il n'y avait pas de recherche, d'amélioration. Et puis... Tu sentais que tu avais atteint le maximum de ce que la médecine classique pouvait t'apporter. Oui, exactement. Et pour toi, c'était pas satisfaisant. Parce que moi, j'ai toujours dit, le cerveau, c'est quelque chose d'extraordinaire, tout le monde le dit. C'est un organe exceptionnel. S'il est aussi exceptionnel que ça, il y a forcément dans le cerveau une partie du cerveau qui doit s'occuper du service après-vente et de la réparation. Je demande donc de l'aide pour que mon cerveau arrive à combattre la maladie. Et alors, qu'est-ce que tu mets en place à ce moment-là? Vers qui tu te tournes? Comment ça se passe? Ben déjà, on est dans un état d'esprit différent. Quand on sait qu'il il faut que tu te bouges toi-même. Donc c'est à ce moment-là peut-être que, quelque part, tu reprends ton pouvoir? Tu te responsabilises, entre guillemets, sur ta maladie? Plus qu'au moment de l'annonce. Ah oui. Finalement, c'est là. Mon annonce, c'est en miettes. En miettes. J'ai mis 2 ans, 3 ans. Pour accuser le coup. Ouais. Et j'ai mis 5 ans pour comprendre qu'une partie de mon comportement était liée à la maladie. Tu veux dire des changements depuis que tu étais malade ou des façons d'être avant l'annonce de la maladie? Je parlais avant. Avant? À quoi tu penses, par exemple? N'importe quelle émotion me bouleversait. C'est pas tout à fait normal. Hein. Donc tu sentais que voilà, t'étais très chahuté par les émotions. Et je ne contrôlais pas. Perte de contrôle. Tu penses à la colère? Oui, et puis l'inquiétude, le refus. C'était un refus subtil. Hein. C'est-à-dire, c'est pas, tu te lèves pas le matin en disant j'emmerde la maladie. C'est tu fais pas le nécessaire pour mieux t'en protéger. Et j'ai bénéficié d'une chose, c'est que je n'ai pas personnellement de préjugés. Donc dès que j'avais une information par un autre canal, je me détournais pas. J'allais au-devant, je collectais l'information avec les moyens dont je disposais qui étaient faibles. J'en tenais compte, j'en tenais pas compte. Mais j'étais ouvert, ça c'est très important, à toute information permettant de résister.
Oui, tu veux dire que tu avais pas de préjugés, d'idées reçues sur d'autres possibilités qui pouvaient apporter un mieux-être à ton état? Si je leur avais dit, la dernière rendez-vous que j'ai eu avec les grands monde dans la médecine, je leur avais dit, parce qu'ils m'avaient reproché, encore une fois, de poser tout le temps des questions. Ils m'avaient dit: «C'est une maladie très complexe, monsieur Langlais», arrêtez de chercher comme dans tous les sens. Et j'avais dit: «C'est notre chance que ça soit complexe. Parce que si c'est complexe, ça veut dire qu'il y a beaucoup de paramètres. Et si moi, avec votre aide, j'arrive à définir un, 2 ou 3 paramètres déclencheurs de cette maladie ou de son activation, si, il y a 100 paramètres en jeu, ça fera 2. Mon quotidien va être amélioré de 2. Et peut-être que ces 2, ça me c'est énorme. Parce que quand on est comme c'est une maladie handicapante, au fur et à mesure des années qui passent, tu perds des fonctions. Comme c'est une maladie du cerveau, toutes les fonctions de l'être humain sont touchées par ça, toutes. Quand? Ça, personne ne peut le savoir. Mais, par exemple, en ce moment, je suis obligé de faire des exercices pour conserver la voix. Je suis en train de perdre la voix. Et il y a des gars, des compagnons d'infortune qui, perdent la voix très vite, au bout d'1 an, 2 ans. Moi, ça fait 17 ans, je commence à peine à la perdre, parce que je m'en sers beaucoup. Ça, ils te le disent pas les médecins. Et c'est dommage parce que c'est une maladie qui t'empêche de bouger. Tu veux dire que t'es pas informé des, comment dire? Des conséquences, Oui, au nom du fait que c'est des incurable. des pertes de capacité de façon détaillée? Non. Peut-être que ça serait angoissant. Mais on peut imaginer que si tu es médecin, tu peux demander aux patients: «Est-ce que vous savez, qu'il faut surveiller?» Ouais, au titre Le plutôt prendre sous cet préventif. angle. C'est au moment où on t'a proposé l'opération que là, ça t'a fait vraiment une prise de conscience, on va dire, plus qu'un choc, une prise de conscience. Et à partir de là, t'as entamé un peu des recherches, mais tu saurais dater à quel moment t'as fait, on va dire, une rencontre particulière avec la santé naturelle, avec des choses qui t'ont permis d'améliorer ton quotidien? J'ai eu, un ami qui m'a cité le nom d'une personne qui faisait des conférences sur, une méthode d'approche des maladies qui ont pour origine des universités américaines et j'ai dit: «Donne-moi le nom, je vais aller la voir». Je suis allé voir cette dame parce qu'elle faisait de l'hypnose. D'accord. Donc j'ai fait plusieurs séances d'hypnose ericksonienne, qui était quelque chose de complètement nouveau pour moi. Je trouvais extraordinaire le fait de pouvoir à l'époque, j'avais très mal à la jambe. Maintenant, j'ai encore la douleur et dans les genoux et quand je sortais de sa consultation, après une séance, j'avais, il devait y avoir 500 mètres à la station de RER et après j'avais 8 stations de RER pour revenir ici. Elle arrivait à ce que la douleur, par la concentration, qu'elle te parle en même temps, j'arrivais à faire de la douleur une boule, la faire changer de couleur et la faire rouler hors de ma jambe. Et je suis parti de chez elle, j'avais plus mal. Ah, c'est génial. Et pendant combien de temps t'étais soulagée? 2 heures. C'était pas terrible, mais elle a dit: «C'est parce que vous êtes dur à cuire». Oui, puis 2 heures quand on a des douleurs chroniques, 24 heures sur 24, c'est toujours 2 heures de répit et c'est pas à négliger Ouais. non plus. Mmh. Donc là, quand même, j'avais appris beaucoup de choses. Et donc je me suis senti responsable et mon frère aîné m'a bien aidé parce que comme lui, il était très, très ému par le fait que je sois malade.
Il a cherché systématiquement sur Internet tous les articles Parkinson. On a vite constaté que dans toute la littérature, il parlait de l'oxydation, de l'inflammation. Et donc les neurones pouvaient jusqu'à la position du décès. C'est là où j'ai commencé à prendre des compléments alimentaires sur la base des articles. J'ai jamais pris de compléments alimentaires non documentés. Des antioxydants, des oméga-3, des choses comme ça. Et après, ça m'a mis sur la voie de naturopathe. Tu t'es rendu compte aussi qu'il fallait prêter une attention particulière à l'alimentation? Mon frère insistait beaucoup là-dessus, mais moi, j'ai pas suivi ça. Tu avais des freins? Non, parce que quand on est malade, on a beaucoup de frustration. Et c'est pas que je le croyais pas, il m'a montré le livre de Signalé. Donc le régime Signalé, c'est un régime avec beaucoup de fruits, de légumes. Ce qui est blanc est interdit. Voilà. Le lait, le sucre. Tout ce qui est raffiné, éviction de tous les produits raffinés, cuisson à la vapeur douce pour éviter les molécules de Maillard qui sont toxiques, intégration d'huile de première pression à froid, et éviter, comme tu l'as dit, les laitages d'origine animale et toutes les céréales mutées. Absolument. Mais j'ai fini par m'y mettre. Mais lentement. Je le regrette pas d'ailleurs, parce que quand on a une maladie du cerveau, Alzheimer, Parkinson ou autre, on est fragilisé, isolé, et on devient une cible de tous les charlatans. Parce que moi, je suis allé voir des gens. J'en ai vu des charlatans. J'ai tout essayé. Tout. C'est justement un sujet, ça, parce que comme quand on est malade, on est plus vulnérable, on est en proie à des pratiques abusives qui laissent espérer une guérison potentielle. Ouais. Et c'est aussi éventuellement un des reproches qui pourrait être fait à la naturopathie, alors que c'est pas du tout ça, la naturopathie. Quel que soit son niveau de connaissance, le malade a une responsabilité. Cette responsabilité consiste d'abord à se prendre en considération, à ne pas se sous-estimer et à accepter d'être marginalisé. Avec les années qui ont passé, un voisin m'a fait remarquer que j'avais un nombre incroyable de médecins. Je connais maintenant 3 neurologues, un rhumatologue, etc. C'est-à-dire que soi-même, il faut bâtir un dispositif où tu puisses bénéficier de ce qui manque aujourd'hui. C'est-à-dire cet échange d'expérience, cette confrontation qui nous permettrait d'aller sur la voie. Tu veux dire que, en fait, toi-même, tu t'es entouré de médecine complémentaire, en fait, de toutes les personnes qui pouvaient t'aider ou t'accompagner? Aujourd'hui, je suis dans une situation difficile, de nouveau. Ce qui ne veut pas dire que je vais échouer. Situation difficile parce que sur l'alimentation, ça va. Le régime Signalé? Ouais. Avec 2-3 dérogations de temps en temps. Sinon, tu es fou. Mais ça, c'est la conviction qu'il faut être en bonne santé pour lutter contre une maladie grave. Donc, tu as adopté une hygiène de vie la plus correcte possible afin d'avoir le plus d'énergie et les meilleures capacités pour lutter contre la maladie. Parce que la maladie te mange de l'énergie. Et cette hygiène de vie, elle consiste en quoi? Cette hygiène de vie, c'est d'abord la nourriture, le fait de bouger, puisque c'est une maladie qui t'empêche de bouger. Il faut bouger. Dès que je commence à avoir mal, je monte sur le vélo, je pédale doucement, juste pour tourner. Un vélo d'appartement. Ça tue la douleur. Et c'est très important. C'est une maladie est une réaction à un état. Ça, c'est très particulier. Par exemple,
quand je m'allonge dans mon lit, si je me suis pas fait le rituel, je ritualise tout. C'est-à-dire, je me mets là, à telle distance, je monte la jambe. Tu vois, je fais toujours les mêmes gestes. Si, une fois que je suis allongé, mon corps interprète le fait que je sois trop près du bord, Parkinson se déclenche et ça me paralyse les jambes, qui deviennent dures comme tout, pour m'empêcher de tomber. Tu veux dire que si tu es mal positionné dans ton lit et que tu as peut-être l'impression que tu risques de tomber de ton lit, là se déclenchent des contractions liées à Il faut pas prendre de l'angoisse. médicaments, il faut se replacer. Ouais. Donc, j'ai une connaissance de la maladie assez importante maintenant. Mais, est-ce que je vais être capable de changer ma perception des choses? Je sais que j'ai déjà changé. Plus apaisé. Avant, je peux écouter des conneries sans réagir. Et avant, je pouvais pas. Donc, tout ça, c'est un acquis. Pour cette maladie, il faut que j'aille encore plus loin. T'as le sentiment d'avoir une meilleure gestion de tes émotions. Ouais. Mais je suis encore touché par des choses. C'est pour ça que le travail que je fais avec la psychologue est très important parce qu'on pourrait être... C'est intéressant ce que tu viens de dire parce que sans doute, peut-être sans le savoir, ce sont les 3 techniques majeures en naturopathie, l'alimentation, l'activité physique et tout ce qui est bien-être émotionnel, psychorelax. Et donc en fait, ces techniques-là, tu les appliques au quotidien. C'est pas toujours facile. Non. Faut toujours... faut pas se l'imposer. Faut discuter avec soi-même. Et ne jamais donner de gravité au fait de ne pas avoir fait un jour. Faut considérer que ces changements qui sont encore nécessaires sont un facteur de liberté supplémentaire. Donc, même un tout petit succès dans sa journée, c'est décisif. C'est déjà une belle victoire. Devient capable de vaincre. Mmh. Et c'est ce que les soignants, ce que les accompagnants, les aidants ont souvent du mal à comprendre. Des fois, on te demande est-ce que tu as besoin d'aide? Et maintenant, comme je connais mieux les choses, ça m'arrive de dire oui. Avant, je disais non, tout le temps. Pour acquérir la capacité de faire. Oui, la préserver. Ouais. Sinon, tu n'as plus d'autonomie. Et c'est important parce que cette maladie, moi, je la trouve cruelle parce qu'elle m'a... Je suis retiré du monde, quelque part. Mais en même temps, il faut que moi, j'accepte que pour d'autres que moi, le fait que je sois là ou que je disparaisse, c'est pas la même chose. Pour moi, maintenant, c'est pas très important de disparaître. Je sais pas du tout ce que je souhaite. Mais c'est pas très important. Par contre, mes enfants, c'est important pour eux. Donc, il faut pas que je réagisse aux difficultés que j'ai en ce moment d'avancer dans la solution de manière personnelle. C'est-à-dire que mes enfants, ils préfèrent me voir même dans un fauteuil roulant, pas me voir. Oui, c'est-à-dire qu'il y a la perception de soi à soi, la perception qu'on peut avoir de soi-même et la perception que les autres ont de soi et c'est pas la même chose. Non. C'est pas la même chose du tout. Et quand même, pour faire le bilan, ça fait aujourd'hui tu as 72 ans, donc ça fait quand même 17 ans que tu es malade. C'est quand même un record, puisqu'on a vu tout à l'heure, je disais dans l'introduction, que l'espérance de vie, elle était de 10 ans. Bien sûr, tu as un traitement médical de dopamine synthétique. Le socle que tous les malades auront. Voilà. Et ce traitement, au-delà de ce traitement, la médecine conventionnelle ne propose plus rien. Et c'est un traitement qui a de lourds effets secondaires, une fois qu'on atteint le dosage maximum.
toi, grâce à cette hygiène de vie que tu as mis en place, tu as réussi à limiter les dosages, et c'est ça qui est très important, et à limiter les effets secondaires du traitement médical. Ouais, j'ai réussi à baisser les doses. Mais c'est là où ça devient difficile, c'est que quand tu as une poussée de la maladie, faire du sport, des exercices, la nourriture, une alimentation saine, tout ça c'est bien, c'est essentiel. Mais c'est des réponses, c'est pas de l'instantané. Quand tu as une poussée de la maladie, il faudrait que instantanément tu aies un outil pour la repousser. Mmh. Et là, il y a que le médicament. Mmh. Oui, c'est vraiment une complémentarité entre toutes ces pratiques-là. Et ta force de caractère, qui fait que tu étais quand même déterminé à lutter et Ouais, ça te maintenir en meilleure c'est santé. c'est un mécanisme que j'avais avant. J'ai horreur qu'on dicte ma conduite. Ni personne, ni la maladie. C'est vrai, ça vient de là. Donc, je vois pas pourquoi la maladie aurait pu Donc tu t'adresses à la maladie, de temps en temps, au cerveau. à ton cerveau. Ouais. Qu'est-ce que tu lui dis? Bon, en ce moment, je dis calme, détente, bien-être. Et il l'entend? Ça fait de l'effet. C'est étonnant, mais ça fait de l'effet. Il faut pas accepter. Regarde, par exemple, les disques de sophrologie, là. Il y en a un, j'ai écouté 4 fois et ça m'a apporté. Et en ce moment, comme je suis soumis, je sens que ça devient très difficile. J'ai pas envie de les écouter. Mais je peux pas te dire vraiment pourquoi. Mais là, il faut que je me laisse faire, pas les écouter. Sinon, je transforme les soins en un cadre rigide, en un corset. Et c'est quoi ma maladie? C'est un corset. Donc si je m'impose à moi une discipline qui ressemble à ma maladie, je n'aurais pas à la vaincre. Donc ce que tu dis aussi, c'est que en fait, la clé, c'est de s'écouter. Ouais. Et de faire preuve de souplesse Ouais, souplesse avec soi-même. avec soi-même. Mmh. Et pas se juger. Pas besoin. C'est vraiment la complémentarité de toutes ces techniques mises en œuvre qui ont porté leurs fruits. Il n'y a pas une technique plus qu'une autre qui t'aide particulièrement. Non, il y a une méthode. Chercher à comprendre. Aujourd'hui, est-ce que tu as le sentiment d'avoir trouvé un équilibre dans le, entre guillemets, le contrôle de ta maladie avec tout ce que tu as mis en place? Ou est-ce que tu penses qu'il y a encore des choses à creuser? Ah oui, on est loin de faire ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que tu veux dire par là, on est loin? Il y a beaucoup de paramètres. Mais t'entends ça par un travail personnel? Il faudrait être plus aidé. Plus aidé? Tu parles d'un soutien psychologique plutôt? Ou global, un accompagnement global qui ferait le lien? Quelqu'un qui passerait en revue ce que tu fais. La psy le fait un peu, le neurologue un peu, le monde un peu. Quelqu'un qui ferait un petit peu comment dire? Une sorte de moniteur. Ouais, qui ferait un petit peu le bilan de tout ce que tu fais à droite, à gauche, et qui ferait la synthèse pour voir où ça évolue. Mais est-ce que c'est pas le naturopathe qui fait un peu ça? Effectivement. Un peu. Ouais. Tu connais le langage des oiseaux pour les maladies, donc le mal a dit, la maladie a une signification. Et dans le langage des oiseaux, la maladie de Parkinson, ça signifie un peu le père qui sonne, donc c'est un rapport à l'autorité. Est-ce que pour toi, ça évoque des choses particulières ou pas du tout? J'ai jamais accepté l'autorité. Parce que l'autorité se traduit toujours par des interdits et par la créativité. Et sans la liberté, tu n'as pas de créativité. Et la résistance à une maladie, ça passe obligatoirement par mieux se connaître. Et pour mieux se connaître, c'est difficile. C'est même très difficile. Parce que on te catalogue
te met dans une case. Et vraiment, je ne sais pas jusqu'où j'aurai l'énergie pour continuer. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui viendrait de découvrir qu'il a une maladie, et en particulier la maladie de Parkinson, qu'est-ce que ce serait, toi, ton conseil? Dès que tu te sens fatigué, tu t'arrêtes, tu te reposes. Et tu reprends. Et je dis bien, dès que tu te sens fatigué, s'écouter. Et puis, pas y prêter trop d'importance. Il faut savoir, quand on est dans une maladie, il faut accepter de te dire que tu es en cause. Accepter de se remettre en question. Et que tu es en cause. Tu n'es pas à côté. Ouais. Et Tu prendre n'as sa pas la part de maladie, le responsabilité. Toubib. Et puis toi, tu serais là à regarder. Quand la consultation est finie, tu sors ton carnet de chèques. Non. Il faut se responsabiliser. Ouais. Et prendre action. Ce qui veut pas dire se responsabiliser, ça veut pas dire S'accuser. ça, ouais. Oui, se responsabiliser sans s'accuser. Ouais. Parce que la puissance de l'être vivant est inimaginable. Et d'après toi, quelles seraient les premières choses à réformer dans sa vie, qui serait le plus important? En tout cas, qui pour toi ont changé la donne? Mettre de distance entre tous les événements et soi-même. Se donner le temps de réfléchir. Se donner le temps de rien faire. Pour terminer, je voudrais rappeler que tu as écrit un témoignage sur tes années de vie avec la maladie qui s'appelle « Témoignage d'un malade de Parkinson vu de ma fenêtre ». Eh bien, merci beaucoup. Mais non, bien qu'il faut quand même que chacun fasse bien attention à éviter. Ouais, ce que tu veux dire, c'est que quand on est malade, on est en proie à une voilà. On est une proie. On est vulnérable. Incroyable. J'ai annoncé en début d'épisode que on se connaissait plutôt bien. Ça faisait du suspense. Tu confirmes? Je confirme. Oui, bah je dis tout simplement que t'es mon père, voilà. et que je suis moi-même, comment dire, le témoin de toutes ces années, et que je peux confirmer que la maladie t'a apporté des choses, ouais. Pas que négatives, mais du positif, que tu as su faire face avec courage, dignité, engagement face à la maladie. Et tu as su aussi entendre ces messages. Et que finalement, moi, quand je pense à toi, je te vois tout de suite souriant. C'est gentil. Ça veut dire que mes efforts ne sont pas vains. Non, pas du tout. Bah, merci beaucoup, papa. De rien. Merci pour votre écoute. Pour me retrouver et suivre mes activités et celles du podcast, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram, Les Lois Naturelles. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez soutenir mon travail, je vous invite à le noter ou à mettre un commentaire sur votre plateforme d'écoute, ainsi qu'à le partager autour de vous. Ce sera la meilleure façon de valoriser mon travail et de contribuer à faire connaître le podcast. Je vous remercie infiniment. À bientôt!